Estamos en Brie-sur-Marne, a las afueras de París, en los estudios del INA, en esta aventura de ir en búsqueda del pensamiento y la creación en Francia. Y hoy día vamos a partir con un hermoso poema del final de la dinastía Tang. Foncièrement porté au silence, il s'unit au secret des choses. Il boit à l'harmonie suprême, seul, avec loi, prend son envol, semblable à la brise printanière qui effleure les vêtements, le son qu'on appréhende à travers des bambous, la beauté qu'on emporte en s'en retournant. On le rencontre sans aller profond. Le cherche-t-on? Il est de plus en plus ténu. Si enfin il prend quelque forme, à peine on serre la main, il a fui. C'est comme ça. Et pour parler autour de ce silence, de cette fadeur, de cette beauté qu'on emporte en s'en retournant, de ce qui prend quelque forme, mais à peine on serre la main, il a fui. Je suis ici, à Brie-sur-Marne, avec François Julien, philosophe. Comment présenter François Julien? C'est difficile. François Julien est dans une frontière, dans un territoire de rencontre. Il a même dit qu'il a un pied dans les Grecs, dans la Grèce, et un pied dans la Chine. François Julien a écrit et publié des livres magnifiques qu'on lit toujours au Chili, on relit surtout. Traité de l'efficacité, c'est le premier livre que j'ai lu. Un sage et sans idée, ou l'autre de la philosophie. Du mal, du négatif. Éloge de la fadeur, à partir de la pensée et de l'esthétique de Chine. Si parler va sans dire, du logos et d'autres ressources, entre autres. Et en plus, une très belle édition qui est traduite en espagnol sur le Tao Te Ching avec un prologue et des notes de François Julien. François Julien, je vous remercie d'être ici à l'émission de Une beauté nouvelle. Merci pour l'invitation. J'étais à Santiago et j'achète toujours avec avidité le magasin littéraire pour trouver ce qui se passe en France. Et il y a un numéro spécial, Les nouveaux enjeux de la philosophie, 30 penseurs français pour comprendre notre monde. Et on vous présente comme ça, je vais le lire, exactement. De François Julien, Pensée d'un dehors. On connaît désormais assez bien le travail d'explication des principes fondateurs de la pensée chinoise, que ce soit sur les idées de processus ou de procès. Et plus en bas, on pourrait même presque parler à ce propos de déconstruction de l'extérieur. C'est ça la présentation de François Julien. Qu'est-ce que vous avez fait en philosophie? Quelle porte vous avez ouverte et quelle fenêtre vous avez ouverte dans la philosophie française? Quelle a été votre stratégie, votre travail, votre parcours, François? Est-ce que j'ai ouvert des portes? Ça, je n'en sais rien. Mais disons, tout modestement, j'ai cherché à me déplacer. Puisque philosophe, je viens de la Grèce. Mais j'ai choisi de faire un pas de côté, du grand côté chinois. Et pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'exotisme, de fascination pour ce qui serait le plus différent, le plus distant et donc le plus séduisant. Mais pour essayer de trouver un point d'écart vis-à-vis de la tradition philosophique dont nous venons, de façon à pouvoir prendre du recul. Et cette chose qui me paraissait difficile à faire, qui est de prendre du recul dans son esprit. Donc comment, si vous voulez, se déboîter de ce qui vaut bien appeler du dehors, la tradition européenne, qui est celle de la philosophie. Donc j'ai fait le choix de la Chine, encore une fois, pas par intérêt exotique, mais parce que si on veut quitter l'Europe, il faut quitter la grande langue indo-européenne, ce qui donc pour moi excluait l'Inde, parce que le sanskrit et le grec communiquent, on est donc dans la même famille de langues. C'est la même racine. Même racine, oui. Et d'autre part, quitter aussi les rapports d'histoire. Ce qui ne pouvait être pour moi ni le monde arabe, ni le monde hébreu, qui sont liés à notre histoire. Donc et en même temps, je ne voulais pas devenir anthropologue, mais philosophe, c'est-à-dire pouvoir circuler entre des pensées qui sont aussi explicitées, commentées, textualisées, bref. Si vous relevez ces trois conditions,
extériorité de l'histoire, de la langue, dans un contexte de pensée aussi explicité que du côté grec, je dirais il n'y a que la Chine. Donc vous savez, pour moi, il y a eu ce choix que j'ai fait tôt, enfin, après l'étude de philosophie en France, qui était de m'expatrier en Chine, au Japon, bref, tout un itinéraire Quelle année d'Extrême-Orient. c'est ça, François? Disons mes dernières années à l'école normale supérieure, c'est-à-dire les années 75, 77, puis après 80, enfin bon, j'ai fait plusieurs séjours comme cela. Mais avec cette idée que qu'il y a effectivement, vous avez prononcé le mot, une stratégie philosophique. Et effectivement, déconstruction du dehors, parce que qu'est-ce que j'essaie de déranger ou de décaler en passant par la Chine? Ça va être deux choses. D'une part, essayer de voir ce que peut être un dépaysement de la pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la pensée quand on coupe avec non seulement les grands philosophèmes de la philosophie européenne, l'être, Dieu, la liberté, etc., mais quand on coupe avec la langue qui a porté ces philosophèmes, et puis quand on coupe avec l'histoire de la philosophie. Or, on sait bien que quand on fait la philosophie en Europe, quelque part, on se réadosse à l'histoire des questions. Donc là, couper avec ça. Couper avec ça et couper radicalement. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce possible de se dépayser intellectuellement, donc de voyager en quittant les repères, les bords, comme disait Rimbaud, n'est-ce pas, les vieux parapets. Et puis, en même temps, par ce détour par la Chine, revenir sur la philosophie européenne. Et c'est là mon travail de philosophe, c'est pas d'aller en Chine, c'est d'aller et de revenir en même temps pour réinterroger dans notre pensée ce que nous n'interrogeons pas. C'est-à-dire au fond les partis pris implicites. Pascal Quignard, à propos du lecteur, il a dit il y a dans lire une attente qui ne cherche pas à aboutir. Lire, c'est errer. La lecture et l'errance. Est-ce que vous avez fait peut-être une sorte d'errance? Oui, mais peut-être pas sur le mode dramatique de l'errance. Je parle moi de dérive organisée. Il y a bien sûr de la science des pays, on perd des repères. Oui. Donc il y a perte de boussole. De référence. Oui, mais en même temps, c'est pas de l'errance parce que donc c'est pas dramatique chez moi, en tout cas pas de cette façon-là, parce que c'est stratégique. Donc c'est aussi organisé parce qu'il y a un objet qui est mon objet philosophique, qui est la seule chose contre laquelle vraiment je travaille, qui est l'impensé. C'est-à-dire au fond, qu'est-ce que l'impensé? Ce que nous véhiculons comme de l'évidence et que par là même nous n'interrogeons pas. C'est-à-dire ce que nous ne pensons pas à penser. Si vous voulez, tout ce à quoi la pensée est adossée et que par là même elle ne pense pas. Par exemple, vous pouvez peut-être exemplifier. Oui, j'y viens. Donc tout ce que nous, dans le cadre européen, la philosophie, nous prenons comme allant de soi et que nous ne songeons pas à interroger. C'est lui donner une étrangeté, n'est-ce pas? Oui, c'est surtout lever un peu le voile et voir ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire au fond les parties pris implicites, les choix enfouis, à partir desquels la philosophie s'est développée. Alors par exemple, un choix essentiel, c'est l'être. Je veux dire, la philosophie grecque, on le sait, articule l'être. Et l'être, il est d'abord dans Homère avant d'être dans Platon. C'est cette capacité de la langue grecque de dire « il est ». C'est pas absolument, applause, comme dit nos philosophes, n'est-ce pas? Donc, et l'opposition, être, non-être. Hein? Être, non-être, c'est-à-dire au fond de distinguer dans être, absolument, d'en distinguer dans être, ce qui est la fonction copule que partagent toutes les langues, y compris le chinois, et puis le sens d'être au sens d'existence, être au sens absolu, avec la question du genre de l'être, la question du sophisme, la question de Parménide bien sûr avant, l'être et le non-être, etc. Bon, il est clair que du côté chinois, on peut dire il y a, on peut dire subsister, on peut dire la fonction copule, mais il n'y a pas l'être au sens ontologique. Donc vous voyez cette sorte de grande possibilité que la philosophie grecque n'a cessé d'exploiter, qui est donc de penser l'être et donc d'adosser à l'être la vérité, enfin toute la construction ontologique de la philosophie, qui se trouve donc barrée du côté chinois. En même temps, les Chinois pensent, donc ils pensent en passant à côté. Est-ce qu'il y a philosophie en Chine? Alors, bon, on peut discuter sur la notion de philosophie et la réinterroger à partir de là, bien sûr. Je crois qu'il y a philosophie dès lors qu'on débat, dès lors que pour débattre on définit, donc on organise des questions. Et ça arrive en Chine. Par exemple sur la nature humaine, par exemple sur la question du principe premier. Donc vous avez des moments où je dirais la pensée chinoise s'organise philosophiquement et par là même, disons, entre dans un jeu de rivalité des pensées, de discussion, de débat. Mais ce n'est pas, disons, il n'y a pas d'histoire de la philosophie comme en Occident. On peut la faire. Les Chinois, ayant découvert la pensée européenne,
et l'histoire de la philosophie européenne se sont fait une histoire de la philosophie à eux, Oui. mais calquée de l'Occident. Oui. Mais disons, ce qu'on voit, c'est que les grands penseurs chinois se défient quelque part de ce que j'appellerais à partir d'eux, le piège de la vérité. Or, la question, c'est, je crois que nous n'avons pas, si vous voulez, décollé la notion de philosophie de celle de vérité, même si Nous on sommes est prisonniers de la sceptique. vérité. Oui, en même temps, je ne dirais pas ça de façon, là encore, réductrice. Je trouve qu'il y a quelque chose de sublime dans la quête de la vérité, mais certainement, il y a une fixation. Et je crois que... Une obsession, peut-être? Oui, fixation, mais je pense fixation au sens psychanalytique, c'est-à-dire fixation sûre, c'est-à-dire on n'en décolle pas. Donc il y a une sorte d'immobilisation. Et pourquoi? Parce que je crois que quand on a saisi cet objet-là, on ne le quitte plus. On est pris par lui, il y a une sorte de piège, trappe ou... C'est un chant de sirène, ou non? Oui, sirène, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Alors après, on peut être sceptique, on peut être déçu, on peut... ou nietzschéen en disant finalement, pourquoi pas le faux plutôt que le vrai, etc. Mais quelque part, on ne peut plus oublier cette question-là. C'est autre chose que de ne l'avoir pas formalisée comme les Chinois l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils ont, disons, aperçu ce que pouvait être l'enjeu de la vérité, mais disons, ils n'ont pas construit leur pensée dessus, comme on l'a fait du côté grec. Et si on parle de déconstruction du dehors, c'est parce que j'ai justement, c'était ma motivation première, le sentiment que dans la tradition européenne, il y a une sorte de double source, qui est la source grecque, bien sûr, celle du logos, de la philosophie, de l'ontologie, et puis l'autre source, hébraïque, de la révélation. Et je crois que finalement la philosophie européenne s'est organisée dans une sorte de mouvement de balancier entre Athènes et Jérusalem. Vous voyez, prenez la philosophie au XIXe siècle, Hegel, le bonheur grec ou la conscience malheureuse. Prenez Nietzsche, le grec, le juif. Prenez Kierkegaard, Abraham face à Socrate, etc. Nous et sommes même, grecs et juifs. Oui, on l'est, n'est-ce pas? Et regardez la déconstruction telle qu'elle s'est faite fin XXe siècle, chez Heidegger, chez Lévinas, chez Derrida, quelque part, quand on prend ses distances à l'égard de la construction de la métaphysique grecque, on se réadosse à la tradition biblique. Alors justement, pour moi, passer par la Chine, c'était écouter d'autres paroles de l'origine qui nous sortent de ce mouvement de balancier très fécond, n'est-ce pas, d'Athènes et Jérusalem, et donc d'essayer d'amorcer ce qui serait une déconstruction du dehors et non pas du dedans. Il y a un titre d'un livre à vous qui est très suggérant en ce sens, Un sage et sans idée. Ça, c'est très provoquant. Pour nous, le philosophe doit avoir d'idées. Un philosophe sans idée, c'est impensable. Et il y a la différence entre sage et philosophe. Comment peut-on penser sans idée? C'est ça là. Oui, et bien ce titre, en fait, c'est la reprise d'une expression de Confucius, qui est, on dit, il y a 4 choses que le maître n'avait pas. Oui, wubi, wugu, wuo. Pas d'idée, donc pas de nécessité qui s'impose à lui, donc pas de position, et donc pas de moi. Alors souvent les traducteurs ont traduit en cherchant à atténuer le sens, en disant pas d'idée en l'air, ou pas d'idée toute faite. Mais non, on ne va pas dire ça de Confucius, c'est évident qu'il n'a pas d'idée toute faite. Non, il n'a pas d'idée. Et comme il n'a pas d'idée, il n'a pas de nécessité qui s'impose à lui, pas d'a priori. Comme il n'a pas d'a priori qui, comme ça, durcissent, il n'a pas de position. Et comme il n'a pas de position, il n'a pas de moi qui serait particulier. Et donc, montre bien les commentateurs chinois, il n'a pas d'idée. Donc ça fait boucle. Ça fait boucle autour de cette idée essentielle, c'est qu'au fond, ce qui fait le sage, c'est ça, ce que je traduis moi, ou plutôt j'essaie de concevoir comme ça, disponibilité. Ouverture. Voilà, ouverture à tous les possibles. Ne pas laisser l'expérience se rétrécir par une position arrêtée qui fait que je verrai quelque chose qui sera pour moi la vérité, mais que par là même, je laisse tomber autre chose. Et l'idée chinoise, je crois, c'est que si j'ai une idée, comme on dit, avoir une idée, avancer une idée, ça veut dire que je porte un certain aspect du réel sous l'éclairage, et que donc je laisse l'autre dans l'ombre. Je mets une limite. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, j'éclaire quelque chose que je privilégie, donc j'entre dans une certaine partialité avec la plénitude de la réalité. Un exemple. Un exemple, quand on parle de faire le portrait de Confucius, c'est une question qu'on voit déjà dans les entretiens et puis chez les disciples ensuite. Que dire de Confucius? Rien. On ne peut rien dire. Parce que rien ne le particularise, puisqu'il épouse la totalité, l'ampleur du réel. Donc, quand on classe les sages, ce qu'on a fait en Chine comme en Grèce, comme partout, on va dire par exemple, il y a les sages qui sont intransigeants, qui ne veulent pas, disons, se salir les mains pour les biens du monde. Puis
À l'autre côté, de l'autre côté, il y a ceux qui sont accommodants, qui sont prêts à, faire ce qu'il faut pour que le monde aille mieux. Que va-t-on dire de Confucius? Est-ce qu'il est intransigeant ou est-ce qu'il est accommodant? Réponse, on lit ça dans Mencius. Très belle formule, je trouve. De la sagesse, il est le moment. Le moment. Il est aussi intransigeant que les plus intransigeants quand il convient, et aussi accommodant que les plus accommodants quand il Ça, en convient. Occident, c'est impossible. Un philosophe... Oui, parce qu'il prend position. ou Donc, la Chine- existentialiste, ou idéaliste. Oui, il prend C'est- position. Alors, ce que montrent très bien les Chinois, c'est qu'au fond, dès qu'on prend position, on a raison par ce qu'on voit, mais on perd quelque chose que les autres voient et qu'on ne voit plus. Et quelque part, on sent bien que le philosophe, effectivement, c'est quelqu'un qui, quelque part, est non pas aveugle, mais disons, qui se voile quelque chose pour mieux voir quelque chose Est-ce d'autre. qu'en Occident, on pourrait trouver peut-être un philosophe qui soit plus près de cette idée du sage? Héraclite, par exemple. Ça serait le cas? Oui. Alors, j'en ai parlé dans certains de mes livres, de mes essais. Héraclite, oui, dans la mesure où ce que j'appelle la compréhension chez Héraclite, à prendre ensemble Dieu et jour-nuit, guerre-paix, hiver-été, ça c'était fin. C'est même pas Dieu est jour et nuit, non. Dieu est jour-nuit, guerre-paix, hiver-été, ça c'était fin. C'est-à-dire qu'il nomme Dieu ce qui est l'ensemble que forment les deux contraires. Et le fait que, oui, Dieu désigne ça, n'est-ce pas? Le fait qu'on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Donc Héraclite se rapprocherait des Chinois, si ce n'est que Héraclite est lié au Logos. Qu'il y a cette idée qu'il y a son discours qui est de toujours. Écoutez, non à moi, mais à Logos. Ça. Non pas moi, mais mon discours. Non pas moi, mais le discours. Je crois qu'il dit attendez et vous trouverez l'inespéré. Oui. Anelpiston, l'inespéré. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai, il dit ça. Donc, si vous voulez, Héraclite nous laisse, c'est pas du tout négatif de ma part, mais disons, Héraclite nous maintient dans cette aspiration du logos au dépassement. Par le logos au dépassement, l'inespéré dont vous parlez, n'est-ce pas, l'anelpiston, tout ce qui est cette sorte de recherche qui est la recherche de la vérité. Ce qui fait effectivement communiquer avec la Chine, c'est l'idée qu'il faut prendre les deux ensemble et que l'un n'est pas dissociable de l'autre. La justice n'est pas dissociable du fond d'injustice dont elle peut se démarquer. Alors c'est Héraclite, c'est aussi d'une certaine façon Hegel, n'est-ce pas? Hegel reprend Héraclite en médiatisant ce rapport des opposés. Disons, c'est ce qui fait que quelque part, quelque chose comme la dialectique est passé en Chine, à travers Marx et à travers... Et il me manque un exemple, François Julien. Vous-même. Vous savez, je crois qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas de comparer la pensée chinoise à la pensée européenne. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quelle stratégie pouvons-nous avoir à l'égard de ce qui résiste à la philosophie, qui est l'impensé. J'ai le sentiment que vis-à-vis de l'impensé, il n'y a pas de prise directe. Parce que si vous pouvez mettre la main dessus, on le ferait. Il n'y a que des stratégies obliques. Et mon passage par la Chine, c'est une stratégie oblique pour avoir une sorte de prise à revers sur l'impensé de notre pensée, savoir ce à quoi ma pensée est adossée et que par le même, elle ne pense pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir la philosophie occidentale comme une clôture sur la pensée? Vous savez, moi je n'ai pas de terme négatif. Je trouve qu'il y a au contraire une aventure de la philosophie qui est dans ce renouvellement continu. Vous savez ce que disait Bergson, tout philosophe vient dire non au philosophe précédent. Donc cette épreuve de négativité, comme ça, qui est dans la peinture, qui est dans la philosophie, et qui est passionnante, n'est-ce pas? Qui est cette sorte de... qu'on n'a pas du côté chinois. Dans la mesure où la Chine, alors elle a une histoire de la pensée, simplement, cette dimension de négativité motrice, inspiratrice, est beaucoup moins développée du côté chinois. L'idée de filiation est plus importante, ou de tradition. Et je crois quelque part, la non-dramatisation en Chine, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est vrai que la pensée grecque ne cesse de côtoyer l'énigme. L'énigme, donc la question sans fond, n'est-ce pas, avec quelque chose qui est donc extrêmement créatif, inventif, et que la Chine, par rapport à ça, nous présente un paysage beaucoup plus serein, n'est-ce pas? Plus plat, peut-être. Plus plat. Elle a son relief, simplement c'est un relief qui est beaucoup moins, encore une fois, dramatisé, beaucoup moins aussi chaotique, parce que la Grèce pense l'harmonie par rapport à chaos. Alors que la Chine a pensé la régulation, la disponibilité. Et si vous me parlez de choix comme ça, implicite, si marquant, par exemple, du côté grec, ce qui a été le privilège de la perception, parmi tous nos sens, le sens perceptif, donc voir la vérité,
construction de l'objet. Du côté chinois, et qui paraît bien une sorte d'impensé de la pensée européenne, l'équivalent, c'est la respiration. Bon. Or, je perçois et je respire, je fais les deux. Simplement, je crois que la Grèce a privilégié le choix perceptif. Vous voyez, par exemple, chez Platon, l'idée de le soleil dans le monde sensible, l'idée du bien dans le monde intelligible. Il dit bien parce que nous avons un sens privilégié, c'est la vue. Et théorie en grec, c'est bien aussi l'idée de voir, n'est-ce pas, de contempler tout ce qui est cette insistance grecque sur la vision, grecque et ensuite européenne, alors que du côté chinois, ce n'est pas la vision qui prime, c'est d'abord le souffle, la respiration, et donc le fait d'inspirer, expirer, donc l'alternance, la régulation, quelque chose qui maintient la vie en renouvellement continu, sans qu'il y ait cette sorte d'aspiration, de tension vers quelque chose comme étant l'aboutissement. Plutôt que parler d'un oubli de l'être, on pourrait parler d'un oubli de la respiration, non? Oui, mais les deux sont liés. Je crois que justement, il faut... Le grand risque de la pensée grecque, c'est justement d'éclairer certains enjeux forts de la pensée, qui seront l'être, la vérité, etc. Et donc, effectivement, de courir le risque de laisser dans l'ombre d'autres aspects des choses qu'on va chercher à récupérer par la suite. Et la philosophie, c'est cette course, finalement, pour récupérer ce que j'ai laissé tomber au départ. Et la dialectique, finalement, c'est ça. C'est j'avance quelque chose, une idée. Évidemment, privilégiant cette idée, je laisse le reste dans l'ombre. Donc, et après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut récupérer ce qui est cette ombre-là. La Chine, je crois, a fait le choix, mais un choix aussi qui a ses points aveugles, n'est-ce pas? Qui est de qu'est-ce que c'est que penser sans prendre position, sans avancer une idée, avec un point aveugle qu'il faut quand même indiquer d'entrée de jeu. Parce que mais sinon... c'est une neutralité, on pourrait dire ça? Oui, mais justement, avec le risque, oui, la neutralité, c'est celle qu'on a à la fadeur, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la fadeur à laquelle je me suis intéressé pour essayer de ramifier différents aspects de la pensée chinoise? Et l'autre de la fadeur, c'est ça? La fadeur, c'est de la saveur. Donc on reste dans le sensible. Ce n'est pas du métaphysique. Mais une saveur qui reste sur le seuil. Donc le seuil de quoi? Justement, le seuil de toute disjonction, où je privilégierai l'un au détriment de l'autre. Parce que la fadeur, c'est une saveur qui n'est ni salée, ni sucrée, ni douce, ni amère. Donc, soit qui n'est pas encore assez prononcée, soit qui s'est déjà suffisamment résorbée, bref, qui ne divise plus. C'est comme j'évoquais tout à l'heure, le sage qui est accommodant en même temps qu'intransigeant. La fadeur, c'est justement tonalité ou la saveur de la sagesse, c'est une saveur qui ne choisit pas. Pour illustrer ça, il y a justement dans votre livre un paysage de la fadeur. Pour l'avoir, vous pouvez peut-être commenter, c'est un paysage de Nizan. Je le montre maintenant et vous peut-être le commenter. La fadeur en peinture, c'est quoi la fadeur en peinture? Ou dans cette peinture que nous voyons là, ici. Je crois que d'abord, on ne voit pas sur la peinture. On va la rapprocher un peu peut-être. Hein? Et plutôt, elle est en noir et blanc. Oui. Or, c'est d'abord le fait que l'encre est pâle. Là, dès lors que c'est en noir et blanc, ça se voit moins, mais ça ne se voit pas, disons. Mais la fadeur, c'est une peinture qui ne privilégie rien. Vous voyez que le distant n'est pas plus effacé que le proche. Donc, le lointain comme le proche sont vus à égalité. De même, vous voyez comment, à la fois, il y a des formes, et en même temps, il y a du vide. Donc, les formes n'accaparent pas. Donc, rien ciblé ne focalise. La peinture fade, c'est une peinture où tout est traité de la même façon, encre pâle, formes qui apparaissent mais qui disparaissent. Personne n'est figuré. Il n'y a pas de petit personnage sous le pavillon. Donc, rien n'attire l'attention. Et ça revient à cette idée qui est essentielle en Chine, qui est que, c'est dit dans le Lao Tzu, n'est-ce pas? La bonne chair et la musique attirent le passant, donc il faut qu'on s'arrête. Et s'arrêtant, on est amené donc à privilégier, focaliser, insister, appuyer. Comme on dit, une saveur appuyée. Alors que la fadeur, c'est la saveur qui n'appuie rien. Donc qui laisse tout ouvert, disponible, je reviens à cette notion, et donc qui ne privilégie pas. De même que le sage, de la sagesse, il est le moment, aussi intransigeant, aussi accommodant. Et la poésie de la fadeur, Alors, la poésie de la fadeur, c'est une poésie qui, de même, n'appuie pas le sens, ne privilégie pas. Ça signifie que dès lors que un sens se forme, aussitôt il se transforme. C'est-à-dire que le thème ne devient pas insistant. J'ai cité un poème de Wang Wei, un quatrain, ce qu'il y a de plus court. J'essaierai bien de le lire, peut-être. Oui, si je le retrouve, un poème de Wang Wei qui est justement, qui le laisse bien entendre
à propos de la solitude. Mhm. La solitude, on pourrait commencer à dire la solitude. Bon, on va très Du bien point de vue tragique. voilà, c'est ça. Hein? Tout ce qui peut, disons, aussitôt, Baudelaire parlant de la solitude. voilà. Aussitôt, on va thématiser, donc dramatiser. Alors que là, on évoque la solitude, mais aussitôt après, le thème se ressent, on dit montagne vide, ne pas entendre de voix. Plutôt, ne montagne vide, ne voir personne. Mais au second vers, on dit entendre des paroles. Donc on est dans ce stade intermédiaire, neutre, comme vous disiez, ni l'un ni l'autre. Seulement, neutre le dit de façon négative. Ah oui. Né ou terre, ni l'un ni l'autre. Là, c'est au fond, on est en bordure des deux. On voit personne, c'est vide, mais on entend les voix. Donc vous voyez, le premier vers évoque la solitude, mais le second aussitôt corrige en faisant entendre, comme on dit respirer, inspirer, expirer, eh bien, l'autre aspect, qui est que ce n'est pas une solitude dramatique, qu'on va thématiser comme telle, une solitude romantique si vous voulez, mais une solitude qui est en fait une sorte de entre-deux. Et c'est ce que peint la peinture chinoise, c'est ce qu'évoque souvent la poésie chinoise, cette sorte d'entre-deux où on peut et l'un et l'autre. Et l'un et l'autre, bon, c'est le thème d'Alphader. Alors, ce que je voudrais dire quand même, parce que je ne voudrais pas que ça échappe, parce que on a dit ce qui était l'aventure philosophique grecque, et donc ses choix massifs, donc il faut voir les effets produits. Du côté chinois, ça pose un problème politique. C'est que, est-ce qu'on peut, en politique, être sans position? Est-ce qu'on peut être toujours ouvert à tout? Est-ce qu'on peut, si vous voulez, tout comprendre? Est-ce que la politique n'est pas le lieu, justement, de l'opposition? Est-ce que ça peut expliquer, par exemple, la manière de faire politique chinoise? Oui, je pense. Je pense que c'est important. Comment le gouvernement chinois change? Par exemple, il y a eu un coup d'État au Chili, et la Chine avait des rapports diplomatiques avec le Chili, c'était un gouvernement socialiste. Tout à coup, ça change le gouvernement, et plus la Chine, avec une stratégie pragmatique, absolument, se tourne à collaborer avec la dictature militaire. Donc, et l'ambassadeur chilien qui était là-bas, qui était un poète, reste complètement... tout change dans un jour. Non, je pense que c'est un vrai problème politique. C'est que, en tout cas, pour nous, qui venons des Grecs, et dans la démocratie que nous avons hérité d'eux, je crois que l'espace politique est conçu comme un espace où on peut, comme disent les Grecs, parole contre parole, les antilogies, parler contre. Et vous savez bien que dans la cité grecque... ça, c'est la polis, ça, c'est oui, c'est ça, le dialogue. Absolument. Et le fait que si quelqu'un propose quelque chose, on donne le même temps de parole à quelqu'un pour critiquer cette proposition. En Chine, il n'y a pas une tradition de dialectique ou de... Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette idée des antilogies grecques. Le fait que ces antilogies grecques qui ont, disons, marqué la rhétorique, mais ensuite la philosophie, thèse, antithèse. Cette idée qu'on attribue à Protagoras, n'est-ce pas? Le fait que, sur toute chose, on puisse tenir deux discours opposés. Donc je crois qu'il y a quelque chose de grec qui nous a marqué, et qui nous a marqué politiquement, qui est que, pour penser, mais d'abord pour délibérer dans la cité, il faut que le pour et le contre puissent travailler. Et par exemple, parce que l'idée grecque essentielle, à mon sens, c'est que si un discours peut mettre en valeur une idée, il faut deux discours opposés pour en éprouver la vérité. Ce n'est que si vous avez réfutation que vous avez épreuve de vérité. Là, il y a un choix grec massif dont nous avons hérité, nous. Et encore en France, on a eu les élections là juste à l'instant, pas à l'instant, il y a quelques semaines. La dernière épreuve des élections en France, c'est quoi? C'est l'émission de débat face à face, n'est-ce pas? Où on va chercher... Alors, c'est la difficulté de la démocratie. On va chercher le plus possible à s'opposer. Or, sur beaucoup de sujets... Et la réalité n'est pas comme ça, c'est une réduction. Non, parce que pour les Français, si vous voulez, sur l'Europe ou sur beaucoup de questions, on pense à peu près la même chose. Mais ça, c'est le spectacle de la politique. Non, pas seulement. Non, je pense qu'il y a un vrai travail du politique, la démocratie, qui est que, au fond, on le fait en philosophie, thèse, antithèse. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que les Grecs appelaient isonomia, ou après iségoria. Mais il y a des oppositions en Chine, par exemple le yin et le yang. Oui. Alors, attendez, je vais d'abord sur la question politique. Parce que je ne veux pas laisser ça de côté. Parce qu'il faut voir aussi, je crains trop, si vous voulez, cette sorte de façon dont on voit la pensée chinoise d'Occident, penser de l'harmonie, penser justement de la disponibilité, etc. Sans voir qu'il y a un vrai problème qui est politique, c'est que la politique, c'est le rapport de force, et que donc, vous ne pouvez pas tout comprendre, vous ne pouvez pas tout admettre, vous ne pouvez pas, si vous voulez, tout accepter, vous ne pouvez pas être neutre. En tout cas, c'est un vrai problème, en tout cas, et sur lequel on ne peut pas ne pas voir que les effets qu'il y a eu en Chine à cet égard,
qui est que le sage chinois a toujours été l'ombre du prince. Mhm. Il a été toujours, si vous voulez, à la solde du pouvoir. Il a toujours été... comme il y a un très beau texte dans le Zhuangzi qui évoque ça, quand un disciple veut aller voir un prince, et Confucius de Zhuangzi l'interroge, comment vas-tu faire? Eh bien, on voit bien l'impasse, qui est qu'il faut à la fois être courbe devant l'autre et droit intérieurement. Donc, vous voyez cette difficulté à être droit Et même en les soi. poètes étaient Oui, près tous. du pouvoir, l'hippo, Parce qu'ils étaient fonctionnaires. était fonctionnaire, oui, c'est Non, ça. on n'a que des fonctionnaires en Ça, Chine. pour nous, c'est important. On n'a pas de poètes, on a des fonctionnaires, des Ouais. lettrés, qui ont des charges publiques et qui tous écrivent des poèmes. Seulement, certains sont comme Lippo, sont géniaux, et d'autres écrivent des poèmes, disons, totalement comme ça, sans originalité, sans invention. Ouais. Mais en Chine, il n'y a pas les poètes, il n'y a que des poètes, c'est-à-dire qu'il n'y a que des fonctionnaires. Le yin et le yang. Alors, le yin et le yang, il y a bien sûr... On pourrait l'avancer peut-être comme une opposition Ça n'est être ou non être occidental, non? Non, ça n'est une. Simplement, vous entendez les mots eux-mêmes, yin yang. Ouais. C'est la même sonorité déviée, Mhm. modifiée. C'est des opposés complémentaires. C'est la Mhm. pensée de la polarité. Mhm. C'est-à-dire, au fond, à la fois on pense opposition, mais en même temps la complémentarité. Mhm. C'est ce qui fait, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que la dialectique, quelque part, d'une dialectique européenne a pu passer en Chine, parce qu'il y a cette idée que c'est le rapport des deux, Mhm. l'interaction, qui est dynamique. Donc, il y a opposition, mais c'est l'interaction de cette opposition qui est elle-même dynamique, promotrice, enfin. Du point de vue de l'éthique, vous avez publié ce livre, Du mal, du négatif. On a écouté beaucoup ces dernières années l'appel à réunir les forces contre les forces du mal, les forces de l'Occident, etc., le discours américain, etc. Le mal, le bien, bon, c'est une opposition centrale dans notre histoire, dans notre inconscient même. Comment vous affrontez le mal par rapport au négatif, la Chine, l'Occident? Vous pouvez appliquer peut-être à ça. Là, c'est des questions lourdes qui Mais ne je peuvent sais, pas mais se il faut dire en 2 minutes. C'est Mais seulement bon, je signaler comprends. peut-être Non, je une comprends, direction. je comprends. Oui. D'abord, je veux dire deux choses. La première, un peu en entrée, c'est que, oui, je suis lassé, c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, du thème du tout positif. Vous savez, il y a une sorte de grande débilité internationale, je crois, mondiale, qui est que coopération, c'est une pensée paix, hygiénique, etc. c'est un discours hygiénique. Oui, consensuelle à un point tel que la pensée s'efface, n'est-ce pas? Parce que ce qui fait penser, c'est le négatif. Ouais, ça. Donc je crois qu'il y a, et là je le dis par rapport au contexte d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle figure de l'intellectuel nécessaire. L'intellectuel n'est plus comme, en tout cas pour nous Français, il y a une sorte de figure de l'intellectuel qui va de Sartre à, je dirais, à Foucault, à Bourdieu, si vous voulez, qui est l'intellectuel est celui qui prend des positions d'un côté contre, dans les grandes oppositions, capitalisme face à communisme, bourgeoisie face à prolétariat, etc. Bon. Je crois que cette époque-là, elle est quelque part révolue, ce qui ne retire rien au prestige de ces penseurs, n'est-ce pas? Mais je crois que justement le monde mondialisé d'aujourd'hui est tel qu'il n'y a plus de dehors, où on puisse évacuer, où qu'on puisse cibler, désigner. Je pense que d'ailleurs le président américain, en cherchant la guerre en Irak, c'est ça qu'il a fait. Il a cherché un lieu comme ça, un ennemi, un dehors pour qu'il puisse cibler. Mais la grande erreur que l'ennemi était dedans. Hein. Ben oui, c'est ça, ça s'appelle le terrorisme. Le terrorisme, c'est justement, c'est le fait que comme il n'y a plus de dehors, ce n'est plus que dedans. Donc c'est la violence urbaine pour nous en France, c'est le terrorisme, c'est donc, alors, avec des formes évidemment non plus visibles, mais au contraire enfouies, secrètes, enfin toute autre stratégie. Et là, effectivement, il y a un grand dégât historique parce qu'il suffit d'analyser ça et donc de prendre d'autres stratégies. Laissons ça, mais je veux dire qu'il y a donc quelque chose d'essentiel qui est pour moi que je pense qu'il y a une nouvelle figure intellectuelle qui se met en place actuellement, qui est que l'intellectuel dans ce monde mondialisé, disons consensualisé, c'est justement celui qui peut voir les amorces de négatifs et les rendre féconds. Parce qu'un négatif bête, par sa destruction, c'est pas une négativité, je dirais, nue. Hein. Mais justement, le rôle intellectuel, c'est de rendre féconds les amorces féconds, des amorces de négatifs, n'est-ce pas, en train d'apparaître ou pas encore apparus, de façon à les faire lever, à les rendre, disons, à les rendre inventives. C'est pas la guerre, c'est le surréalisme. Ben voilà, le surréalisme fait travailler le négatif, mais de façon inventive. Et je vois qu'il y a donc une vocation aujourd'hui de l'intellectuel à, disons, découvrir les nouvelles pistes de négativité féconde. Alors, par rapport à la question du mal,
effectivement, mon livre, mon pamphlet, là, était en position, disons, de critique, parce que je crois que le mal, c'est une notion qui a beaucoup servi, seulement qui est périmée. Parce qu'elle recouvre des aspects divers, et qu'à la fin du texte, j'essaie de distinguer entre, justement, ce qui est de l'ordre du jugement, qui pour moi ne peut plus être pensé en termes de c'est mal, je juge que c'est mal, mais déplacer du lait. Il me semble que justement l'intérêt de la notion de lait par rapport à celle de mal, dans l'ordre du jugement, ce n'est pas d'esthétiser la morale, ça j'en veux pas. C'est simplement que quand vous dites c'est mal, c'est au nom de valeurs qui vous échappent, ou alors qu'il faut fonder par un credo. Alors si vous dites c'est laid, c'est de la situation elle-même que vous voyez que ça ne va pas. Vous dites c'est laid, ça signifie que par rapport à la situation telle qu'elle aurait pu être, donc c'est un jugement immanent et non plus transcendant comme le jugement du mal. C'est donc un aspect. Parce que dans la morale, il y a une dimension de jugement. Mais je préfère, si vous voulez, je ne sais pas, par rapport à si mon enfant est paresseux, n'est-ce pas, si je dis c'est mal, au nom de quoi? Si je dis c'est laid, c'est parce que je juge au niveau d'un pouvoir-être qu'il n'accomplit pas, par rapport à un possible qui est en lui et qu'il ne réalise pas. Donc c'est par rapport à la situation que je juge et non pas par rapport à des valeurs que j'imposerai. Alors le second aspect, donc il y a une part de jugement dans la morale. Il y a une part, je crois, d'a priori, qui n'est pas de l'ordre du jugement, ce que j'appelle l'abject. L'abject, c'est-à-dire ce qui me fait réagir dans mon humanité, en deçà de tout jugement. Par exemple, quand on parle des camps de concentration. Là, ce n'est pas de l'ordre du mal, c'est que là, de l'abject. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui s'émeut, de l'ordre du réactif, une sorte de réaction vitale au nom de l'humain, et donc du rejet. Et puis, il y a une troisième catégorie qui faisait partie de la notion de mal, et que je veux séparer, et pour ne pas l'évacuer, c'est ce qu'elle appelle le douloureux. Je crois que la sagesse et la morale traditionnelle ont fait comme si on pouvait évacuer la douleur, n'est-ce pas, ce sorte de stoïcisme drapé, en Chine comme en Grèce d'ailleurs. Là-dessus, toute la sagesse se tient à la main, n'est-ce pas? C'est le sage, c'est celui qui n'éprouve pas la douleur. Non, il faut laisser passer la douleur. Même. Oui, il faut laisser passer la douleur, n'est-ce pas? Il faut donc reconnaître l'affect. Il faut donc laisser, passage à, n'est-ce pas, la douleur. Donc je crois que ce que je proposais, c'est justement de déconstruire la notion de mal en montrant qu'il y a plusieurs pans hétérogènes du jugement, pour moi c'est le laid, du rejet, a priori c'est l'abject, et de l'affect, c'est le douloureux, et que finalement la notion de mal recouvre ça de façon trop globale, et donc illusoire. Illusoire, avec justement une sorte de forçage idéologique, comme quand on dit l'axe du mal, n'est-ce pas? Forçage idéologique parce qu'au fond on a des aspects divers qu'il faut considérer dans la diversité, le jugement d'une part, l'affect de l'autre, et puis la réaction au nom de l'humain, qui est, disons, cette sorte de refus a priori au fond de toute morale. Je voudrais parler un petit peu de Lao Tse, qui est une figure vraiment attirante, merveilleuse. On ne sait pas beaucoup de lui, mais... Rien, non. C'est très bien d'ailleurs, rien, donc c'est propre. Au contraire des philosophes, on a l'histoire privée, tout ça. Le Tao Te Ching, je voudrais parler du Tao, du concept du Tao. Il y en a, j'ai écouté à quelqu'un dire que l'être en Occident, c'était le Tao en Chine. Qu'est-ce que c'est le Tao? C'est l'être vraiment, c'est la voie, mais ça signifie la voie un peu approcher ce terme, cette image, qui est très belle. Très... Oui, de la voie, il y en a partout. Les Grecs l'ont aussi, pas Odos, l'idée d'un chemin. Regardez, vous citiez Parménide au début du poème de Parménide, n'est-ce pas? Il y a du chemin. Des chemins, et il y a les deux voies. Il y a la voie de l'être, la voie du non-être, celle de la vérité, celle de l'opinion, celle qui est consistante, celle qui ne l'est pas. Donc je pense que le thématisme de la voie, c'est partout. Seulement, ce qu'il faut voir, c'est la différence dans la façon de penser la voie. Et si je cite Parménide, c'est que justement, dans Parménide, on voit bien au début du poème, la voie mène quelque part. Elle mène vers la déesse qui lui ouvre la porte, qui lui prend la main, qui lui parle et qui lui révèle quelque chose de l'ordre de la vérité, de l'ordre de l'être. Donc la voie est conçue comme allant vers et ayant en vue un aboutissement, un télos, n'est-ce pas? Bon. Ce qui me paraît caractériser la voie du côté chinois, le Tao, c'est que ce n'est pas une voie qui mène à, du but, de la fin, de l'achèvement, mais la voie par où ça passe, de la viabilité. Comme ça, comme la respiration. C'est le fleuve d'Héraclite? C'est le fleuve d'Héraclite, peut-être? Non, parce que chez Héraclite, si vous voulez, le fait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, il y a l'idée d'éphémère, il y a l'idée, là encore, du tragique.
Il y a, si vous voulez, une sorte de... Et c'est lié à l'être, le fait que, bah oui, justement, il n'y a pas d'être consistant, donc il n'y a que du devenir. Non, il faut penser justement à la Chine, et là j'ai beaucoup essayé de réfléchir autour d'un notion de processus. Le processus, ce n'est pas le devenir, le processus. Parce que le devenir est encore à l'ombre de l'être. Non, le processus, c'est le fait que tout réel est en transformation. Il y a la grande idée chinoise, qui n'est pas une idée, qui est une sorte de banalité qu'on ne cesse d'élaborer et, disons, d'élucider, il n'y a que des transformations. Hein. Et je crois que c'est ça que dit la pensée chinoise, transformations silencieuses même, parce que qu'est-ce que pense la Chine? Si je fais un peu d'anthropologie sommaire, mais au fond, c'est pas du tout. Vous savez, on oppose souvent population nomade, pasteur, troupeau, pasteur qui conduit son troupeau, etc. Et puis de l'autre côté, les agriculteurs. La Chine ne pense pas du tout dans le registre du nomade, du troupeau, donc de la parole, parole adressée au peuple, au troupeau, etc. Mais elle pense une chose, la poussée de la plante. Or, la plante, c'est quoi? C'est typiquement une transformation silencieuse. On ne voit pas la plante pousser, c'est du processus. Des métamorphoses. Métamorphose, c'est plus trop la forme. Très fort. Non, puis il y a du méta qui est peut-être, enfin, moi je traduis parce qu'on ne peut pas traduire autrement, transformation. C'est-à-dire, c'est que tout est en procès. Comme tout est en procès, rien ne se démarque. Donc c'est silencieux. Mais quand on parle aujourd'hui du réchauffement climatique, voilà, c'est une chose que la Chine pense très bien, c'est ce procès global dont on ne voit pas se faire, dont on voit seulement les effets. Eh bien, le sage, le stratège sont des transformateurs silencieux. Deng Xiaoping, si j'ose dire, a été un transformateur silencieux. Il a pris une Chine socialiste, il l'a rendue extrêmement, enfin, capitaliste, boulimique d'enrichissement, sans grand événement, sans grande coupure. Sans coup d'État, sans la prise de la Bastille. Prenez la Bastille. différence avec l'Union soviétique, au même moment. En Union soviétique, vous avez eu le 20e congrès, vous avez eu la dékhrouchtchevisation, la perestroïka, etc. etc. Donc vous avez coupure, rupture dans l'histoire. Une négativité travaillant en forme d'événement. Alors que du côté chinois, vous avez une sorte de transformation silencieuse, conduite, gérée, n'est-ce pas, avec une sorte de régulation. Quand ça s'ouvre trop, on ferme. Quand ça se ferme trop, on ouvre. Donc une sorte de régulation. Je ne suis pas en train de faire l'éloge du régime. Non, je comprends. Bien. Mais il y a une logique à comprendre. Il a donc pu transformer la Chine, il a pu transformer le Parti communiste chinois. Les partis communistes aujourd'hui dans le monde, soit ils sont abandonnés, soit alors c'est des partis sclérosés, têtus. Je ne vais donner pas un exemple. Non, pas d'un exemple. Il y en a plein. Oui. Donc soit on a rejeté, soit on a, disons, sclérosé. En Chine, vous avez un parti communiste qui s'est transformé silencieusement. Maintenant, les grands chefs du parti en Chine, c'est des administrateurs, c'est des bureaucrates, mais je veux dire, totalement modernes, n'est-ce pas? Ils ont fait des études à l'étranger, ils savent très bien gérer de façon internationale. Donc, ce sont en fait des gestionnaires. Si je dis ça en termes français, c'est des gens qui ont fait l'ENA, si vous voulez. C'est des cadres de, voyez, c'est plus du tout des idéologues comme il y a 30 ou 40 ans. Donc, il y a là quelque chose qui est à réfléchir. Si on pensait la Chine d'aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs notions importantes. Celle de transformation silencieuse, celle de régulation. Au fond, les dirigeants chinois d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de réguler. C'est-à-dire que dès que quelque chose est trop en tension, suscite la crise, n'est-ce pas? Il faut essayer de réguler, c'est-à-dire retrouver de l'équilibre dans la transformation. Et c'est la différence entre la pensée chinoise de l'harmonie et la pensée grecque de l'harmonie, c'est que l'harmonie grecque est vue dans un conflit, n'est-ce pas, des opposés. Et il faut donc, comme le dit si bien Platon dans le banquet, dans le discours d'Eryximaque, il faut donc un ordre qui du dehors vienne, disons, faire que les opposés puissent s'épouser. Donc il faut une sorte de mesure extérieure aux opposés pour les rendre capables de cohabiter et de s'harmoniser. Alors qu'en Chine, l'harmonie, je reviens au yin et yang, l'harmonie, elle vient du yin et du yang. Il n'y a pas un troisième terme en plus du yin et du yang. Le Tao n'est que l'union du yin et du yang. Ce n'est pas au-dessus. C'est simplement, c'est justement que l'harmonie est interne, donc par immanence. Il n'y a pas le troisième exclu, non? Il n'y a pas le tiers exclu, et il n'y a pas non plus, si vous voulez, plus généralement, il n'y a pas le troisième terme, n'est-ce pas? Le troisième terme n'est que la totalité des deux termes. Bon, j'ai compris Lao Tse grâce à Deng Xiaoping, ça c'est bien. Parce que, alors, il ne faut pas évidemment réduire le présent. Simplement, je crois qu'il y a quelque chose d'important, qui sinon, je pense que la politique chinoise actuelle n'est pas totalement lisible à partir de nos catégories. Et ça, je le dis parce que je crois que la science politique mondiale, qui est donc faite sur des catégories européennes, quelque part, ne peut lire qu'à travers ces catégories européennes,
je crois qu'il faut aussi voir qu'il y a des ressources de la pensée chinoise dont les dirigeants chinois aujourd'hui se servent parce qu'ils ne veulent pas s'en priver. Ils ont emprunté tout à l'Occident, ils peuvent faire exactement comme nous en Occident, simplement ils gardent l'autre ressource. Comme disait le président Mao, marcher sur les deux jambes. Il y a une jambe occidentale qu'on met par devant, mais il y a une jambe chinoise qui reste par derrière. C'est l'efficacité chinoise, et vous avez écrit ce beau livre que j'ai beaucoup aimé, Traité de l'efficacité. Un de vos premiers livres peut-être? Oui, enfin c'est une question que j'avais déjà travaillée avant. Qu'est-ce que l'efficacité en Chine et l'efficacité en Occident? Vous avez comparé même deux, comment dire, stratégies de guerre, mais aussi stratégies de vie, non? Tout à fait. L'efficacité en Chine, l'efficacité en Occident. Je vois du côté occidental, c'est-à-dire pour moi grec, l'efficacité se pense en fonction d'une forme modèle. C'est-à-dire qu'on pose d'une forme modèle comme fin, et ensuite on cherche les moyens qui conduisent le plus directement. Donc il y a un rapport, si vous voulez, modélisation, application, théorie, pratique. Alors, bien sûr, c'est plus complexe que ça, et je montre dans ce travail que justement la notion de métis dans la Grèce archaïque n'est pas ça. Simplement, il faut comprendre justement pourquoi cette sorte d'intelligence rusée, ce qu'on appelle le flair, comme on dit le flair en affaires, n'est-ce pas, en Grèce, s'est trouvée comme recouverte, cette notion-là, par quelque chose qui est devenu beaucoup plus marquant et structurant, qui était ce rapport de la forme modèle, du paradigme, n'est-ce pas, et de son application. Ce qui m'a intéressé, c'est que la pensée d'efficacité en Chine, qu'on voit dans les traités de stratégie, très connus maintenant en Occident, Sun Tzu, Sun Bi, etc., les fameux arts de la guerre, ne passe pas par un rapport modélisation-application. Il n'y a pas de plan au sens de plan dressé d'avance qu'il suffirait d'appliquer. Donc il n'y a pas de rapport théorie-pratique et pas non plus le rapport moyen-fin. Donc comment pense-t-on la stratégie? Par rapport à une notion que j'essaie de conceptualiser ainsi, ce que j'appelle, mais traduit du chinois, shi en chinois, le potentiel de situation. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui construis un plan et qui le projette sur la situation, c'est que j'essaie de détecter au sein de la situation les facteurs favorables de façon à les développer, à les exploiter pour réussir. Et donc, en transformant la situation en fonction de ces facteurs-là. Donc, si vous voulez, je parle de la situation et non pas du moi-sujet. Non, ce que c'est important, vous le dites ici, toutes les stratégies reposent donc sur une entreprise d'information systématique. Oui, parce les informant, les espions, de la situation, tout ça. de la situation, je parle de la situation. Donc il faut, si vous voulez, que je sois le plus informé sur la situation dans laquelle je suis pour pouvoir voir où je pourrais trouver l'amorce d'un potentiel, d'un facteur favorable. Alors on a des images, nous, familières, qui le disent bien, quand on dit c'est porteur. Des facteurs porteurs, un marché porteur. On parle à la chinoise, je dirais. Ça veut dire qu'il y a, tout n'y a pas d'initiative du sujet, mais il y a à même la situation des facteurs favorables que je pourrais exploiter pour réussir. Notre image qu'on a, je pense qu'on l'a au Chili comme en France, quand on dit surfer. Surfer, ben voilà, c'est une image chinoise. Surfer, c'est justement... Surfer. Oui, c'est justement prendre appui sur la vague et se laisser porter par elle pour avancer. Donc vous voyez, je crois qu'on a... Il n'y a pas à forcer ou à changer le cours. Surtout, il n'y a pas à modéliser. Vous ne pouvez pas modéliser la vague qui va venir. Il faut voir la vague venir, s'appuyer sur elle, se laisser porter par elle. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est que dans notre expérience, quand on parle de marché porteur, quand on parle de surfer, on le dit. Ce n'est pas une différence d'expérience. Mais nous avons éclairé davantage la dimension de planification, modélisation du paradigme. Et la Chine nous apprend à penser ce que nous faisons aussi, mais qui est resté, disons, moins éclairé, qui est de l'ordre de détecter les ressources de la situation, du potentiel de la situation, pour les exploiter. Et comment les exploite-t-on? Par transformation, pas par rupture, donc, pas par avènement, pas par action. Un militaire chinois, il attend. Il laisse mûrir, mais comme le paysan. Je parlais de l'agriculteur tout à l'heure. Quelle est la victoire pour un militaire, par exemple? Une bataille, pour Napoléon, c'est... Il faut dévaster, arraser, détruire. Et après, il perd tout à Waterloo, mais d'abord, c'est ça. Mais pour un Chinois, pour un général chinois. C'est une opposition qu'on voit clairement, c'est celle du jeu d'échecs et du jeu de Go. Donc les jeux, sur un mode ludique, font très bien comprendre. Au jeu d'échecs, vous avez de la frontalité. Et vous avez du territoire à conquérir. Le jeu de Go, c'est autre chose. C'est beaucoup plus par obliquité, c'est pas du terrain que j'occupe. Après, il faut le tenir, le terrain, il faut le garder. Et c'est assez difficile. Donc, je crois qu'il y a une opposition essentielle qui est que il y a une stratégie de l'affrontement
que nous avons valorisé dans la bataille rangée, n'est-ce pas, du côté grec, qui a donné cette grande invention de la bataille rangée, qui est donc la frontalité, et qu'on a de façon analogue dans l'ordre du discours ou dans l'ordre de la cité. L'affrontement des discours, l'affrontement au tribunal, à l'assemblée, même au théâtre, l'agone, n'est-ce pas, parler pour ou contre le thème de la pièce, n'est-ce pas. Bon. Je crois que la Chine, phrase du Sun Tzu, quand on dit « la rencontre se perd de face, mais la victoire s'obtient de biais ». Ou même quand on dit que cette notion, je trouve très intéressante, on ne triomphe toujours que par du surplus de biais, par le biais que j'ai en plus de l'autre, n'est-ce pas. Donc, valeur de l'ubiquité et valeur de la transformation, j'y reviens, c'est l'art du paysan, n'est-ce pas. On vous dit dans le Sun Tzu, si l'ennemi arrive reposé, commencez par le fatiguer. S'il arrive rassasié, commencez par l'affamer. S'il arrive uni, commencez par le désunir. Bref, engagez-le dans une transformation progressive dont il ne se rend même pas compte et qui fasse que progressivement, il perde son potentiel et vous ne l'attaquez que quand il a perdu tout son potentiel, donc il se défait devant vous. Vous n'avez même pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de risquer. Il ne faut pas même l'attaquer. Oui, non, il suffit juste de le pousser. Lui-même, il sait qu'il a été défait. Il ne se rend même pas compte peut-être, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est qu'au fond, vous l'entraînez dans un processus de transformation progressive, silencieuse, qui fait qu'il perd son potentiel, il se décontenance, il perd sa capacité sans même s'en rendre compte, et quand on vous l'abordez, il s'effondre. Donc vous ne risquez pas. La grande idée de la stratégie chinoise, c'est que c'est une stratégie sans risque et sans dépense. En tout cas, idéalement, bien sûr. C'est-à-dire, au fond, d'où ces phrases si belles, n'est-ce pas, quand on dit que le grand général, du grand général, il n'y a rien à louer. Ni grande sagacité, ni grand courage, parce qu'on ne le voit pas être grand général. Et c'est un thème important, parce que chez nous, les grands généraux, on dresse des statues. C'est un grand général, on le célèbre, il a été courageux, il a été génial, etc. Bon. En Chine, on vous dit non. Si vous pensez à dresser une statue au grand général, c'est que ce n'est pas un grand général. La véritable efficacité, elle est discrète. Elle est telle que vous avez su si bien repérer au départ les facteurs favorables. Vous avez si bien su les transformer et les faire mûrir, comme on fait mûrir, n'est-ce pas, un champ de blé, que quand vous engagez le combat, c'est déjà gagné. Et donc les gens vont dire, c'était facile, c'était joué d'avance, pas de mérite. Pas de mérite, c'est le grand mérite de la stratégie. C'est pas le nom théorein en grec, c'était pas attendre ou être attentif à que surgisse quelque chose de l'être qui était... Dans théorein Il n'y a pas un sens en ce sens? Je pense que dans théorein, il y a l'idée quand même d'exploration, d'aventure. Les théories, au départ, c'était quoi? C'était les missions qu'on envoyait à l'étranger pour voir ailleurs, pour les jeux, ou pour dans les autres cités, mais maintenant, et pour s'informer. Et puis après, il y a le sens spéculatif qui est venu dessus. Je pense qu'il reste chez les Grecs cette image qui est l'image première, celle d'Ulysse, du voyage d'exploration, donc de l'aventure, aller voir ailleurs, découvrir, et jusqu'à l'étrange, jusqu'à l'énigme. La Chine est peu sortie. Elle est renfermée, peut-être. Il y a eu des voyages, je ne sais pas si c'est renfermé, mais disons, il y a eu des voyages d'exploration, mais ils n'ont pas entraîné ce phénomène d'aventure et d'exploration au sens collectif, n'est-ce pas, qui fait, je crois, que effectivement, la scène de la pensée ne s'organise plus selon la figure du risque, de l'affrontement, de l'énigme et aussi de la fascination, le sphinx, n'est-ce pas, grande figure de la philosophie, mais plutôt où Ulysse, attaché à son mât pour écouter les sirènes, et donc les autres étant enchaînés, mais lui, il les écoute parce qu'il y a une révélation à Satan. Entendre voir ce que l'homme quelquefois a cru voir, n'est-ce pas? Il y a ce désir-là, au cœur, je crois, de la pensée européenne. Alors qu'en Chine, je pense qu'il y a, c'est pas tant voir ce que l'homme quelquefois a cru voir, c'est plus voir d'ailleurs, c'est plutôt écouter sa respiration. Il y a un livre, je ne sais pas si c'est le dernier, mais c'est peut-être le dernier, non? Si parler va sans dire. Donc il y a une idée très intéressante ici. Pour nous, parler, c'est dire quelque chose. On doit dire quelque chose. Il y a un contrat, dit George Stein, entre la parole et le monde. La parole dit le monde. Mais pour les Chinois, on peut parler sans dire. C'est le chinois, yen ou yen. Ça se dit en chinois, yen ou yen. Mais comment on peut parler sans parole? C'est parler sans dire. Oui, ce qui me paraît intéressant, c'est que ce n'est pas le silence. Qu'on connaît très bien chez nous. L'apophatisme, la théologie négative. On ne peut rien dire. Ça, les Grecs ont très bien parlé de ça. En tout cas, la tradition néoplatonicienne, chez Proclus et au-delà. Donc, ce n'est pas le silence,
Ce n'est pas non plus le discours. C'est quoi? C'est yen ou yen, parler sans parler. Comme on dit savourer la non-saveur, comme on dit s'affairer sans affaire. Mais toutes ces formules du Lao Tzu, justement, que vous citiez, n'est-ce pas, c'est donc cette pensée où je ne me prive pas de la parole, mais je ne me fixe pas la parole par un objet. Ce que vous disiez de l'évidence chez nous, c'est l'évidence d'Aristote. Que parler, l'égain, c'est l'égain ti, dire quelque chose, qui est donc un objet du dire qui donne consistance au dire. L'égain, c'est l'égain ti, dire quelque chose, signifier quelque chose, etc. Je crois que ce que pense la Chine par rapport à ça, et je reviens à l'idée de aussi accommodant que les plus accommodants, aussi intransigeants que les plus intransigeants, de la sagesse, il est le moment. C'est ce que j'essayais de concevoir à partir des taoïstes, comme étant, face au dire quelque chose d'Aristote, le dire au gré des taoïstes. La formule, moi je la reprends aussi chez Mallarmé pour faire communiquer à travers la poésie nos expériences. Mais dire au gré, ça signifie que il n'y a pas d'objet du dire qui soit sa motivation et son enjeu, mais il y a cette disponibilité, là encore, de la parole, qui fait que je peux avoir parlé tout le jour sans avoir jamais parlé, et je peux sans parler dire quelque chose. Donc au fond, alors je crois que c'est quelque chose, les psychanalystes se sont beaucoup intéressés à ce travail parce qu'ils m'ont dit, parler sans dire, c'est ce qu'on demande dans la cure analytique, n'est-ce pas? On ne demande que ça, la tradition de Lacan, n'est-ce pas? Parler, mais surtout ne cherchez pas à dire quelque chose. Donc je crois qu'on peut le prendre chez nous par l'expérience de la psychanalyse. Et même à la poésie, à la poésie, donc, c'est notre poésie peut-être notre ressource. Vous parliez de la Chine, que la Chine avait la ressource, les Chinois avaient la ressource de la philosophie occidentale. Ils peuvent l'imiter parfaitement, le font mieux que nous, peut-être efficacement, et sa propre ressource. Mais nous avons aussi une autre ressource, c'est la poésie. Absolument, mais avec ce problème que pose la poésie, en tout cas dans le cadre français, plus généralement occidental, mais surtout français peut-être, qui est que la poésie est une sorte de discours, pas discours, disons de parole en opposition à. C'est une sorte de l'accord de parole négative de la prose, et aussi dans une sorte de survie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de vocation sociale importante. La poésie est ce qui récupère ce qu'on a laissé tomber après Héraclite. Elle récupère l'antilogos d'Héraclite, la poésie. Alors, je crois qu'effectivement, c'est pour ça que je citais Mallarmé comme pont, n'est-ce pas? Dire au gré, c'est dans Mallarmé, c'est-à-dire une parole qui n'est plus une parole de discours, se donnant un objet, mais une parole qui est justement de suggestion, qui est d'allusivité, qui est, et là on retrouve des notions chinoises, n'est-ce pas? Une parole disponible, captant ce qui peut passer. Captant, voilà, on est dans le domaine chinois que vous citiez au commençant là sur les paroles de Ce Kung Tu, n'est-ce pas? C'est justement, si on serre, on rate, c'est pas en s'enfonçant qu'on va prendre, donc il n'y a pas l'idée de forer, d'aller au fond, d'aller saisir l'objet, la quête, bon, non, l'objet, le grand objet, n'est-ce pas? Le méta-objet, non, c'est pas ça. C'est cette capacité de capter ce qui passe en le laissant émaner, capter la prégnance. Donc cette capacité de ce qui passe, les grandes images chinoises du vent qui passe et les arbres se couchent. On ne va pas le vent passer, mais on voit les arbres s'incliner. Donc cette idée de capter ce qui passe, je crois que la poésie moderne le fait, et c'était dans la tradition chinoise. Je vais vous donner un petit cadeau, c'est un morceau d'un poème d'un poète chilien du Sud qui disait, il disait adieu à ses poèmes, à sa poésie. Il disait parole, parole, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios para ocultar lo único verdadero que respiramos y dejamos de respirar. Parole, parole, un peu d'air qui fait la bouche pour cacher le seul important, que nous respirons et que nous laissons de respirer. Je veux vous remercier, François, d'être ici. Vous donnez la bienvenue au Chili, vous devez y aller au Chili, absolument. On vous attend là-bas. Nous avons besoin de cette philosophie française stimulante, pleine d'air, pleine d'oxygène, pleine de vie. Merci beaucoup, pour votre invitation. François.